Et pour discuter de cette controverse et de cette première semaine de rentrée parlementaire mouvementée à Ottawa, je retrouve les journalistes Joël Denis Bellavance de La Presse, Catherine Lévesque du National Post et Althia Raj du Toronto Star. Alors, bonsoir à vous trois. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver en studio. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Joël Denis, je vais commencer avec vous. Donc, ça a été vraiment, je le disais, une semaine mouvementée. Toute l'affaire Amina El-Gawabi. Bon, les conservateurs ont réclamé sa démission, le Bloc québécois, le gouvernement du Québec également. Même Pablo Rodriguez, le lieutenant des libéraux au Québec, n'est pas content. Qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de cette controverse par Justin Trudeau? Bien, j'ai comme l'impression que M. Trudeau s'est tiré carrément dans le pied. L'intention était bonne de créer un bureau pour lutter contre l'islamophobie, sauf que la personne qui a été nommée, je pense que les gens responsables de faire les vérifications d'usage pour s'assurer qu'elles soient conformes et que ça passe comme une lettre à la poste, n'ont pas fait leur travail comme du monde. Et ça a apparu par la suite parce qu'on a déterré plein d'écrits de Mme Amira El-Gawabi qui font en sorte aujourd'hui que le Québec ne veut pas qu'elle soit nommée. Donc, il y a une fracture au sein du pays. Ça a créé une crise politique que doit gérer M. Trudeau, une crise qui pourrait avoir des retombées politiques. J'ai bien hâte de voir le prochain sondage au Québec. Si M. Trudeau a perdu des plumes à la suite de cette controverse, on verra. Mais M. Trudeau, je pense, doit faire acte de contrition et reconnaître que cette affaire a été mal gérée. Althia, sur la gestion de cette crise-là par le Bloc québécois. Bon, M. Blanchette a commencé par demander une rencontre avec Mme El-Gawabi. Ensuite, elle s'est excusée. Il a demandé sa démission. Par la suite, il a même demandé l'abolition du poste. Qu'est-ce que vous décodez dans la gestion de cette affaire-là par le Bloc québécois? Bien, je dirais deux choses. Premièrement, je trouve que ça a démontré une belle maturité des deux côtés. Le fait que M. Blanchet n'est pas sorti immédiatement pour dire qu'elle devrait donner sa démission et puis que le poste n'avait pas rien à faire avec le gouvernement fédéral, le fait qu'il a démontré une ouverture, le fait qu'elle a démontré une ouverture de le rencontrer aussi, qu'elle s'est excusée, je trouve que ça a été une belle marque de maturité des deux côtés. La deuxième chose que je dirais, c'est que n'importe quoi qu'elle aurait pu faire, cette madame-là, le Bloc n'aurait jamais été content. Puis le gouvernement n'aurait jamais trouvé quelqu'un à un poste pour combattre l'islamophobie qui avait écrit ou dit quelque chose qui n'était pas négatif envers la loi 21. Ça n'existe pas, cette personne-là. Alors, n'importe quoi, M. Blanchet aurait dit la même chose, puis franchement, il ne peut pas faire autrement parce que l'Assemblée nationale a dit non. Alors, il ne peut pas dire oui. Catherine, du côté des conservateurs, vraiment, Pierre Poilievre a été le plus vite à réagir. Dès qu'on a annoncé la nomination de Mme El-Gawabi, il a demandé sa démission. Qu'est-ce que vous voyez dans la stratégie de Pierre Poilievre? Depuis, c'est l'homme invisible. Il n'en parle pas trop. Je crois que vraiment, donc oui, il a réagi, il a demandé sa démission. Finalement, il s'est un peu, il a dit, il s'est un peu moqué de Justin Trudeau. Et bon, ça rentre dans son narratif de tout est brisé. Vous voyez, Justin Trudeau a nommé quelqu'un pour lutter contre l'islamophobie qui a elle-même des préjugés. Donc, ça entrait dans son narratif actuellement. Mais en même temps, bon, depuis, il n'ose pas trop s'engager dans ce débat-là. On sent que vraiment, d'un côté, je pense qu'il tente de ne pas trop fâcher le gouvernement Legault. Et il veut être dans la même lignée que lui, que le gouvernement du Québec, et plaire aux nationalistes québécois au sein de son caucus. Mais d'un autre côté, il ne veut pas se mettre à dos les députés ontariens. Il veut en même temps tenter d'avoir plus d'appui en Ontario. Il vise vraiment les communautés culturelles là, dans le Grand Toronto. Donc vraiment, là, je pense qu'il ne veut pas trop s'immiscer dans ce débat-là. Et c'est honnêtement sur le plan stratégique peut-être la bonne chose à faire. Parce que tout ça survient au moment où un nouveau sondage Abacus nous montre que finalement, les conservateurs sont en avance sur les libéraux à l'échelle du pays par 8 points. 8 points, c'est quand même assez important. En fait, il y a juste au Québec où les conservateurs ne sont pas en avance. Joël Denis, vous parliez il y a un instant justement de l'effet de toute cette affaire dans les sondages au Québec. Qu'est-ce qu'on peut anticiper comme impact justement au Québec? Quand on parle des questions identitaires, comme c'est le cas en ce moment, ça profite largement toujours à un seul parti, le Bloc québécois, qui mise beaucoup là-dessus sur la nation québécoise et le peuple québécois et la langue française. Donc, j'ai hâte de voir s'il va y avoir un transfert de vote entre le Parti libéral et le Bloc québécois, parce que c'est là où les transferts se font naturellement lorsqu'il est question d'identité. Par contre, je vous dirais que le sondage doit envoyer un sérieux avertissement à M. Trudeau et aux libéraux, parce que
c'était pas prévu qu'on commence l'année avec une session parlementaire aussi mouvementée et que des sondages, l'un après l'autre, démontrent que le Parti conservateur est en tête en ce moment. Ça peut changer. Le Parti libéral est un parti de pouvoir. Il a encore beaucoup de munitions dans sa besace, sauf que le gouvernement Trudeau fait face à un problème de taille, c'est-à-dire qu'il amorce sa 8e année au pouvoir. On a entendu souvent cette phrase. Et donc, l'usure du pouvoir fait son œuvre. Donc, c'est plus difficile de combattre ça, combattre le désir de changement que n'importe quelle autre chose. Parce qu'elle tient 8 points d'avance. C'est la plus forte avance depuis que les libéraux sont au pouvoir en 2015, la plus forte avance pour les conservateurs. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que Pierre Poilievre est en train de gagner du terrain? Oui, je dirais même qu'on frôle aux 37 un gouvernement majoritaire. Oui. Alors, je ne suis pas convaincue que c'est quelque chose que M. Poilievre lui-même a fait. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui viennent enlever des plumes au gouvernement libéral, pour voler une phrase de Joël Denis. L'inflation, les taux d'intérêt, la crise des passeports, la crise dans les aéroports de l'été dernier qui s'est reflétée encore cet hiver. Il y a un sentiment que les rôles traditionnels que le gouvernement fédéral devrait faire, il ne les fait pas très bien. On peut ajouter aussi en immigration un backlog incroyable. Alors, je pense que M. Poilievre, il est très bon, surtout sur les questions économiques. Puis, il commence à démontrer que c'est la faute du gouvernement fédéral. Ou en fait, c'est ça qu'il dit. C'est peut-être pas vrai, mais que les problèmes que les gens vivent tous les jours, le fait que les jeunes ne peuvent pas s'acheter une maison, que acheter un appartement ou louer un appartement, pardonne-moi, à Toronto, ça coûte 2 500 $ par mois, c'est épouvantable. Le fait qu'il y a des crimes dans les métros à Toronto, qu'il y a un sentiment que oui, ça ne fonctionne pas. Pour M. Poilievre, tout est brisé, mais je pense que ça vient rechercher des gens qui ne sont pas traditionnellement des conservateurs. Les jeunes, par contre. Les gens qui ont voté libéral dans le passé, mais là, qui se sentent que M. Trudeau, il dépense trop et qu'il n'est pas sur la bonne voie. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent. Je ne suis pas certaine que c'est vraiment M. Poilievre qui est la cause de ce pointage-là, mais je pense qu'il en bénéficie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment comme très fatigués avec le gouvernement libéral. Un ensemble de circonstances, comme vous dites, Althia. Je vais terminer avec l'autre controverse de la semaine, évidemment, l'affaire McKenzie. On apprend que les contrats finalement accordés à la firme McKenzie ont explosé sous les libéraux. Catherine, jusqu'à quel point c'est un problème pour le gouvernement de Justin Trudeau que le recours à cette firme? Écoutez, il y a l'étude en comité parlementaire actuellement et j'ai l'impression que ça devient de moins en moins un problème. Le plus qu'on commence à creuser, à gratter, en fait, on se rend compte que le problème, c'est pas vraiment McKinsey. C'est l'ampleur des contrats dans la fonction publique, les contrats qui sont donnés à des firmes de consultants. Et McKinsey, là, c'est une goutte d'eau dans un océan de contrats. Donc, hier, il y avait cette comparution très attendue de Dominic Barton, ancien ambassadeur en Chine, mais aussi ancien grand patron de McKinsey pour la section globale de la compagnie. Et vraiment, le narratif qu'on entend, encore une fois, des conservateurs, mais c'est de dire, Dominic Barton, c'est grâce à lui, finalement, qu'il y a de plus en plus de contrats de McKinsey dans la fonction publique et qu'il est aussi un ami personnel de Justin Trudeau. Justement, il l'a nié. On voit vraiment que les arguments des conservateurs de l'opposition, de façon générale, ont fait un peu patate hier. Donc, j'ai l'impression que les conservateurs tentent encore de se faire du capital politique là-dessus, mais vraiment, là, ça fait de moins en moins de vagues et j'ai pas l'impression que ça va être un gros problème là, en allant de l'avant. Rentrée parlementaire mouvementée, et ça va l'être également la semaine prochaine, rencontre des premiers ministres sur les transferts en santé. On aura l'occasion de s'en reparler. Joël Denis, Catherine, Althia, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.